Voilà, alors, chers collègues, le développement exponentiel de l'intelligence artificielle interroge en profondeur les référentiels de compétences attendus de nos programmes, l'ingénierie des programmes, nos méthodes d'enseignement et nos modalités d'évaluation, thème de notre rencontre. Nous avons besoin de plusieurs types d'éclairage pour mieux appréhender ces modalités-là. Comme les pièces d'un puzzle, ces éclairages constituent notre boîte à outils pour augmenter notre intelligence et revisiter nos pratiques. La mission de pédagogie universitaire et l'unité des nouvelles technologies éducatives de l'USJ ont pris plusieurs initiatives cette année autour de cette question dans le cadre de la commission intelligence artificielle de l'université. Alors, carrefour d'échanges autour de bonnes pratiques relatives aux modalités d'évaluation complexes, contextualisées et intégratives, conférences pour les enseignants de l'université, formation de référents numériques des institutions et autres. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de ce soir intitulée « L'intelligence artificielle, une opportunité pour améliorer les dispositifs d'évaluation des acquis des étudiants dans l'enseignement supérieur ». J'espère qu'elle constituera une pièce de choix dans le puzzle que j'ai évoqué et dans votre boîte à outils réflexif. Cette conférence sera suivie par un atelier de formation le 5 mars, adressé aux enseignants de l'USJ en écho aux activités organisées jusque-là. La formulation du titre de cette conférence informe sur ces résultats attendus, identifier les bénéfices et les défis des outils de l'intelligence artificielle pour l'évaluation des acquis des étudiants et surtout identifier des pistes permettant d'améliorer les dispositifs d'évaluation de ces acquis. Nous avons la chance immense d'avoir avec nous ce soir le professeur Pascal Détreau, que je remercie profondément au nom de tous. Le professeur Détreau est spécialiste des questions de l'éducation, de l'évaluation à plus d'un titre. Président de l'Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation, ADME Europe, directeur adjoint de l'unité mesures et évaluation en éducation, directeur adjoint de l'unité de recherche du Journal international de recherche en éducation et formation et membre du comité éditorial de plusieurs revues scientifiques. Il enseigne à l'Université de Liège et à l'Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur. Il est responsable académique du système méthodologique d'aide à la réalisation de tests. Au-delà de ces éléments extraits d'un très riche CV, le professeur Détreau est un homme aussi chaleureux que généreux. Il répond toujours à nos appels, prêt à partager son immense expertise. Dommage que ces choses ne figurent pas dans les CV. Après son intervention, nous prendrons un moment pour échanger avec lui. Merci de nous communiquer vos questions aux commentaires dans la rubrique Q&A et transmettez-nous par chat vos problèmes techniques si vous en avez. Cette séance est enregistrée et vous recevrez par mail le lien pour accéder à la vidéo. Merci, professeur Détreau, et la parole est à vous. Merci, chère Nada, pour ce gentil petit mot. Et merci à l'Université Saint-Joseph de m'avoir invité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux collègues de l'ADME. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. L'ADME Liban, qui est une de nos sections vives, donc j'en profite aussi pour leur passer un petit bonjour. Et je vais essayer pendant ce temps-là de partager mon écran, ce qui est quand même une petite chose qui serait bien nécessaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous le voyez en plein écran. Je ne t'entends pas, Nada, mais je crois que C'est la ligne est là. parfait. Voilà, Parfait. on voit l'écran et c'est parfait. J'espère que Voilà, les donc collègues on le voient va... aussi. Pardon? Les collègues, j'espère que tout le monde le voit. Oui, oui, c'est On parfait, voit pas de parfait. chat, il n'y Je a vois aucun Scarlett qui me dit qu'elle le voit. Donc, C'est si bien. Scarlett le voit, tout le monde Merci. le voit. Merci. Merci. Parfait. Voilà. Euh, Et Scarlett, qui est déléguée de la section Liban de l'ADME et qu'on le remercie en tout cas d'être si active. Voilà, je te donne la parole. C'est exact, c'est exact. Voilà, donc bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Comme je le disais, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La conférence s'appelle « L'intelligence artificielle, une opportunité pour améliorer
les dispositifs d'évaluation des acquis des étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc, on va parler un peu d'évaluation, un peu d'enseignement supérieur, un peu d'intelligence artificielle, et on va un peu changer la focale de ce qu'on entend habituellement. Les gens ont un peu peur de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, et nous, on va essayer plutôt de voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer nos dispositifs. Je remercie Dominique Vorporten, qui est un collègue direct ici à l'IFRES, avec qui on a beaucoup échangé sur le sujet. Alors, ce que cette conférence n'abordera pas, c'est peut-être dommage parce que c'est des sujets qui sont vraiment très, très importants. C'est les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, hein. Vous savez que certains disent que finalement, l'intelligence artificielle a plagié l'ensemble de l'Internet, peut-être l'ensemble de nos travaux pour arriver à dire des choses pertinentes et intelligentes sur les concepts qui nous occupent. On ne parlera pas non plus des enjeux écologiques. Vous savez que les ressources nécessaires pour faire tourner des outils comme ChatGPT sont absolument gigantesque. On ne passera pas non plus des enjeux philosophiques, est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer dans nos métiers, ni des enjeux économiques avec une dichotomisation évidemment du marché du travail qui va encore être plus grande, hein. Certains d'entre nous, certaines de nos fonctions vont être remplacées sans doute par l'intelligence artificielle. On ne va pas parler non plus des enjeux sociaux avec une fracture numérique qui pourrait à terme être de plus en plus importante. On ne parlera pas non plus des enjeux techniques de l'IA, on ne verra pas comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de conférences pour le moment qui nous expliquent tout ça et celle-ci n'abordera pas cet élément-là. Et on ne parlera pas non plus vraiment des enjeux strictement pédagogiques, ils ne seront qu'esquissés. Par contre, nous allons aborder les enjeux en lien avec l'évaluation. Alors, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai aussi beaucoup lu et je suis tombé assez récemment, en fait, sur un article de Luo, Jess Luo, en 2024, février 2024, qui, dans son texte, nous dit ces défis, il parle de l'intelligence artificielle, il dit ces défis exercent une pression importante sur les universités pour qu'elles mettent de l'ordre dans le paysage perturbé de l'évaluation par le biais de l'élaboration de pratiques. Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette phrase, c'est les défis de l'intelligence artificielle. Toutes nos institutions sont en train de s'en inquiéter, mais c'est aussi la phrase mettre de l'ordre dans les paysages perturbés de l'évaluation. Parce que ça fait longtemps que moi et mes collègues du SMART, qui travaillons sur l'évaluation dans l'enseignement supérieur, on se dit qu'effectivement, ce paysage est un peu perturbé. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, dans la suite de cette conférence, c'est d'essayer d'abord d'expliquer, de comprendre, d'avoir la même notion de la raison pour laquelle l'évaluation est en tension, perturbée, déséquilibrée peut-être dans notre enseignement supérieur. On verra que l'intelligence artificielle va amplifier le sentiment de doute ou de déséquilibre par rapport à l'évaluation dans l'enseignement supérieur, mais on verra aussi que l'intelligence artificielle peut être une solution partielle au problème. On va structurer l'exposé autour de ces trois points-là. L'évaluation dans l'enseignement supérieur, un système en tension, c'est ce qu'on va voir maintenant. La présentation, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la modélisation avec les petits carrés ici à gauche. Et je vous laisse lire le texte à droite sur lequel je ne vais pas énormément parler. Vous pouvez le lire pendant que je raconte les choses. Mais pourquoi est-ce que l'évaluation dans l'enseignement supérieur est en tension? Parce que nous avons une grande mission dans l'enseignement supérieur qui est de certifier, de diplômer des gens pour qu'ils puissent être compétents dans leur métier ou qu'ils puissent être compétents dans les disciplines auxquelles nous les avons formés. Je dis où, mais c'est et où, évidemment, qu'ils soient compétents dans les disciplines formées. Ça veut dire que nous devons travailler sur nos référentiels de formation en lien avec ces référentiels professionnels et ces référentiels disciplinaires. Et c'est un peu le début des ennuis dans tous nos systèmes d'enseignement supérieur. Est-ce que ces référentiels existent? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils sont construits correctement? Comment se sont faits les arbitrages entre référentiels professionnels et disciplinaires? Ça pose beaucoup de questions. Et je vous le dis, pour être un spécialiste aussi de l'enseignement supérieur, je peux vous affirmer que ces référentiels de formation n'existent parfois pas ou sont parfois très peu connus par les enseignants. Pourtant, au niveau des cours, ce qu'on va attendre de nos collègues enseignants, c'est de mettre en place, en lien a priori avec ces référentiels de formation, des référentiels de cours et des référentiels d'évaluation, puisque nous devons bien certifier les compétences professionnelles ou disciplinaires. Euh, Là aussi, des référentiels de cours, quand on observe les engagements pédagogiques ou les plans de cours qui sont parfois assez lacunaires, des référentiels d'évaluation qui sont parfois inexistants aussi, mais qui mènent
quand même à des activités d'enseignement ou d'apprentissage qui sont communiquées à nos étudiants. Et on espère que ces activités d'enseignement et d'activités suscitant des apprentissages amènent réellement à des apprentissages. Et donc, ça pose d'autres questions qui sont là en rouge, notamment, est-ce que les activités d'apprentissage sont bien en lien avec le référentiel de cours? Est-ce que les apprentissages peuvent être réalisés? C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de prérequis ou de préacquis chez nos étudiants pour se saisir des activités d'enseignement qu'on leur propose pour augmenter leurs apprentissages. C'est des choses qui sont parfois un peu dans les labs, dans nos dispositifs d'évaluation ou de formation dans l'enseignement supérieur. Enfin, j'en arrive à l'évaluation. Vous avez vu le code couleur, c'est celui en bleu pour l'évaluation, où on doit mettre en place du coup des artefacts évaluatifs, c'est-à-dire des dispositifs d'évaluation qui peuvent être des QCM, qui peuvent être des examens sur table, qui peuvent être des cas, qui peuvent être des casus, l'évaluation de compétences, des portfolios. Donc vous connaissez tout ça aussi bien que moi, mais quand même avec l'espérance qu'elles soient en lien avec les activités d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage. Si ce n'est pas le cas, on a un problème d'alignement curriculaire, d'alignement pédagogique qui est bien connu dans la littérature. Évidemment, qui soit en lien avec les référentiels de cours et d'évaluation, mais qui n'existent pas toujours, je vous le rappelle, et qui sont destinés à évaluer quoi? La performance de nos étudiants. Une performance dont on espère qu'elle découle des apprentissages qu'ils ont réalisés, ou en tout cas des compétences qu'ils ont pu acquérir pendant le cours. Tout ça amène à des corrections. Et sur ces corrections, sur le résultat qu'un étudiant obtient à un examen portfolio, on a affaire en fait qu'il a ou non la compétence qui était visée à travers l'examen. Et donc, ça pose énormément de questions. Est-ce que l'artefact évaluatif est en lien avec le référentiel de cours et d'évaluation? Est-ce que l'artefact évaluatif est en lien avec les activités d'enseignement-apprentissage? Est-ce que la performance de l'étudiant lors de l'examen correspond bien à ses apprentissages ou au moins à ses compétences? Et vous savez qu'il y a plein de biais. L'étudiant peut être stressé, fatigué, peut être soumis à des tâches qu'il n'a pas pu exercer pendant le cours, d'un niveau supérieur à ce qui a été entraîné pendant le cours, par exemple. Est-ce que l'évaluation qu'on propose est valide et fidèle? Est-ce que la correction que l'enseignant met en place est non biaisée? Enfin, voilà, on sait que non, elle est biaisée. Il y a énormément de biais dans les corrections qu'on peut proposer. La littérature de la docimologie critique est riche de ces biais. Et donc, finalement, que vaut l'inférence qui nous permet d'avoir un jugement sur les compétences de l'étudiant et qui nous permet soit de donner une rétroaction formatrice, formative, où la décision qu'on prend suite à l'analyse de ces compétences de l'étudiant peut être simplement d'améliorer le cours ou d'améliorer les apprentissages des étudiants, proposer à l'étudiant d'améliorer son apprentissage, mais là aussi avec d'autres questions qui se posent au niveau même de la rétroaction. Quelle est la validité conséquentielle d'un feedback? Est-ce que vraiment les feedbacks qu'on donne à nos étudiants sont de nature à lui permettre d'enclencher des apprentissages nouveaux, des régulations nouvelles? Est-ce qu'ils peuvent être compris par les différents acteurs, y compris les enseignants, y compris les étudiants? Est-ce que ça prend en compte les émotions des étudiants, voire des enseignants qui constatent que les étudiants n'ont pas atteint les objectifs qu'ils étaient fixés? Est-ce que des concepts comme la feedback littératie, donc la capacité à prendre en main les feedbacks qu'on soit un enseignant ou qu'on soit un étudiant, sont des choses qui ont été beaucoup réfléchies dans notre enseignement supérieur? La réponse est souvent non. Qu'en est-il de la certification? Bah oui, les décisions majeures qu'on doit prendre dans notre système en pédagogie universitaire, c'est bien certifier des compétences, certifier que l'étudiant a bien réussi les compétences qui étaient dans le référentiel de formation, qui, je vous le rappelle, dans bien des cas, est lacunaire, pour pouvoir certifier effectivement qu'il a des compétences professionnelles et disciplinaires, avec finalement des questions qui se posent et une double logique. Or, il n'est pas raisonnable de certifier des étudiants incompétents. Et deux, il n'est pas raisonnable de certifier des étudiants, enfin, de ne pas certifier des étudiants compétents. Donc, on a une responsabilité individuelle avec les étudiants de certifier ceux qui sont compétents, et on a une responsabilité vis-à-vis de la société qui est de ne pas certifier ceux qui sont incompétents. Et le petit graphique d'en dessous que je n'ai pas le temps de développer, mais vous montre que malheureusement, avec nos erreurs de mesure, eh bien, il est impossible de répondre à cette quadrature du cercle avec les outils méthodologiques dont on dispose pour le moment. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, l'enseignement supérieur est en souffrance, l'évaluation dans l'enseignement supérieur est déjà en souffrance avant même qu'on ne parle d'intelligence artificielle. Et on le sait, les étudiants poussent de plus en plus à une forme de judiciarisation, vont de plus en plus attaquer l'université, par exemple au Conseil d'État, quand ils ont le sentiment que l'évaluation auquel ils ont été confrontés n'est pas de bonne qualité.
Alors, l'intelligence artificielle va générer un doute supplémentaire. Le Covid l'avait déjà fait, hein, quand on a dû passer en ligne et qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça posait des questions qui mettaient en lumière des défauts de nos dispositifs d'évaluation. Mais l'intelligence artificielle fait ça, elle est génératrice de doutes. Et pourquoi est-ce qu'elle est génératrice de doutes? Parce que si je vous remonte ce schéma, elle casse le lien entre apprentissage et performance. Nous ne sommes plus certains que les étudiants qui font montre d'une performance dans un travail écrit, que cette performance reflète leurs apprentissages ou leurs compétences. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu se faire aider par l'intelligence artificielle. Et donc, ça fait un peu trembler les colonnes du temple. Et à ce sujet-là, je vous invite, je l'ai mis en bas de page, à consulter l'excellente conférence de mes collègues Meyer et Nizet, qui ont fait une conférence sur l'intelligence artificielle et l'évaluation au niveau de l'ADME section suisse, avec d'autres modèles que ceux que je vous présente aujourd'hui. C'est tout à fait complémentaire. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est sur YouTube. Euh, donc, c'est parce que l'intelligence artificielle nous perturbe parce qu'elle casse cette logique entre apprentissage et performance. Mais si nous ne certifions plus des compétences résultant d'apprentissage, c'est tout le système qui s'effondre. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle nous fait peur dans l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vraiment c'est une nouveauté? Est-ce que cette rupture entre apprentissage et performance est clairement nouvelle dans l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est une situation inédite? Peut-être pas, en fait, quand on réfléchit bien. Parce que vous savez que l'enseignement supérieur, en tout cas en Occident, a donné une grande massification d'étudiants. Les populations étudiantes ont triplé, quadruplé ces dernières années. Et donc, du coup, les enseignants sont obligés de passer par des modalités d'évaluation comme le travaux de groupe. Qu'est-ce qu'on évalue quand on évalue un travaux de groupe? On sait qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une littérature là-dessus, des suceurs de roue, donc des étudiants qui font partie du groupe, qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui bénéficient du travail qui est fait par les autres. Rupture entre apprentissage et performance. On sait qu'on peut surestimer des scores. Si vous proposez à vos étudiants des questions à choix multiples sans mettre de points négatifs, il y a une surestimation des scores. Et donc, là aussi, il y a rupture entre apprentissage et performance. Il y a des biais docimologiques qui sont bien connus dans nos corrections. Et il y a ce fameux plagiat. Alors, le plagiat, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on le découvre. Et effectivement, on le découvre. On avait des outils anti-plagiat qui marchaient plus ou moins bien. Mais qu'en était-il des travaux qui étaient faits avec l'aide des parents, avec l'aide de collègues, avec l'aide de frères et de sœurs, et qui échappaient complètement au hasard? Ce qui se passe, et ce qui nous fait peur, c'est que maintenant le plagiat est dans une échelle un peu plus industrielle. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu en train de dramatiser une part de la réalité? On a fait une étude il y a à peu près 10 ans où on s'est intéressé aux modalités d'évaluation qui étaient proposées par les enseignants dans l'enseignement supérieur. 68% des collègues faisaient un examen écrit sur table en fin d'année et 36,7% des collègues faisaient un examen oral qui échappe complètement à l'intelligence artificielle. Ils sont là devant une feuille de papier dans les examens écrits ou ils sont face à l'enseignant dans un examen oral. Et finalement, il n'y a que 28% des enseignants qui faisaient un travail de fin de quadrimestre où là, effectivement, l'intelligence artificielle pouvait agir. Alors vous allez me dire, mais quand on cumule tout ça, 67, 36, 28, on est au-delà de 100% parce que nous étions dans une université, nous y sommes toujours, où les enseignants très malins multiplient les modalités d'évaluation. Et donc, on peut avoir à la fois un examen sur table et un travail en fin d'année, ou à la fois un examen sur table et un oral. 28,2% des travaux de fin de quadrimestre qui peut être perméable à une forme d'intelligence artificielle. Et encore, quand on regarde ce qu'étaient ces examens de fin de quadrimestre, enfin ces modalités pardon, de travaux de fin de quadrimestre, il y avait des projets plus ou moins perméables à l'intelligence artificielle. Il y avait des analyses de cas raisonnablement imperméables puisqu'il n'y a qu'à analyser à l'intelligence artificielle. Et donc finalement, la situation n'est peut-être pas aussi dramatique que ce qu'on veut bien le croire. N'empêche, les universités ont pu réagir, se sont mobilisées et ont occupé trois postures. Trois postures différentes. Une posture qu'on va appeler défensive, une posture qui paraissait offensive, mais qui en fait, je vais vous l'expliquer, est quand même semi-défensive, et peut-être qu'il y a une posture offensive qui commence à naître. Je vais vous les expliquer. La posture défensive, c'est se dire on va interdire ChatGPT, on va interdire tout ça, ou on va mettre en place des détecteurs d'intelligence artificielle. Et donc, il y a tout un marché. Vous avez ici sur l'écran de gauche une série d'outils qui sont susceptibles de détecter l'intelligence artificielle dans des textes. Sauf que
Sauf que, eh bien, maintenant, il y a des boutons dans les intelligences artificielles qui s'appellent les Humanize et qui permettent de dire à l'intelligence artificielle, fais-moi comme si ce n'était pas une intelligence artificielle qui avait écrit le texte. Donc, c'est un peu l'histoire du braconnier et du chasseur. On a beau mettre, enfin, du garde-chasse, pardon, on a beau mettre des gardes-chasse, bah, le braconnier, il est malin aussi et donc il peut mettre des outils qui vont l'empêcher d'être pris par le garde-chasse. Et donc, c'est peut-être une course sans fin. On peut aussi toujours dans une posture défensive, dire à nos étudiants, voilà, vous allez avoir une charte, on va rétablir un dialogue entre nous, et dans cette charte, vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT, on va comme vous expliquer comment ou non vous pouvez l'utiliser. Ça peut être efficace, mais ça reste quand même des postures relativement défensives. L'intelligence artificielle nous fait peur, et il faut qu'on l'élimine ou qu'on la réduise. Il y a une posture qui paraissait assez offensive il y a quelques mois, mais que je qualifierais de semi-défensive quand même, c'est d'augmenter la difficulté de nos épreuves ou des travaux qu'on propose à nos étudiants. On sait, ou en tout cas on pensait savoir, que l'intelligence artificielle n'était pas très bonne quand il s'agissait de faire une compréhension contextuelle profonde. Hein, quand on venait avec des cas particuliers, quand on venait avec un contexte spécifique, l'intelligence artificielle n'était pas très bonne. On savait que l'intelligence artificielle n'était pas très bonne pour l'intelligence émotionnelle, pour la créativité et la pensée imaginative, pour la conscience de soi et la conscience sociale, pour l'éthique et la moralité, pour l'adaptation à des environnements imprévus. Et donc, l'idée était, à un moment donné, de dire, OK, on va augmenter les niveaux de performance des travaux attendus pour que l'étudiant ne puisse pas ou puisse mal utiliser Chat GPT. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est une posture, pardon, euh, semi-défensive? Euh, c'est parce que, attendez, j'ai un petit souci technique qu'il faut que je résolve. Je ne vois plus mon PowerPoint, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà, je le reprends. Excusez-moi pour cet élément perturbateur. Je ne le vois toujours pas bien, en fait. Voilà, j'en suis revenu. Excusez-moi. Euh, donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est une posture semi-défensive? Parce que bah, l'intelligence artificielle qui nous est proposée il y a un an quand ChatGPT sort, bah, elle a quand même fameusement progressé. Et maintenant, la compréhension contextuelle profonde, l'intelligence artificielle nous l'offre. Et c'est un des problèmes auxquels on va être confronté, c'est que l'intelligence artificielle va s'améliorer. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas monter indéfiniment le niveau d'exigence qu'on a par rapport aux travaux d'étudiants, parce qu'on est déjà dans des systèmes, en tout cas en Belgique très clairement, où l'enseignement supérieur, il y a un taux d'échec qui est colossal. Et si on demande de monter dans les niveaux taxonomiques, dans le niveau qu'on demande au niveau des productions des étudiants, on va augmenter cet échec encore plus, alors que nous, on est quand même dans un taux d'échec où, grosso modo, en première année, il y a 30-35% d'étudiants qui réussissent sur des évaluations qui sont essentiellement des évaluations de connaissances. Donc voilà, à un moment donné, la posture reste relativement semi-défensive. On commence à voir une autre posture qui commence à être relativement intéressante, avec des discours qui nous disent qu'on est dans une ère post-plagiat. En fait, tout ce qu'on savait au niveau du plagiat, peut-être qu'il faut l'abandonner et se dire, OK, l'intelligence artificielle est là, et l'écriture va devenir hybride entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et peut-être qu'il faut exploiter ça. Et quitter un peu le sentiment qu'on peut encore avoir que l'écrivain est un génie solitaire qui, dans son grenier, va produire un texte excellentissime parce qu'il a beaucoup réfléchi. Euh, une image qui est fausse d'ailleurs. On voit pour ceux qui s'intéressent à la littérature que l'écrivain n'est plus cette personne isolée dans son grenier. Et donc peut-être qu'il faut qu'on conscientise ça et amener ce qu'on va appeler euh, des pratiques d'originalité qui sont situées. Par exemple, en droit, le plagiat est un concept relativement curieux dans des études de droit, puisque énormément de choses sont basées sur une forme de jurisprudence. Donc, être très créatif en droit, c'est très différent que d'être très créatif, par exemple, en roman où on doit écrire des textes. Vous voyez? Et donc, avoir une réflexion située par rapport à ce qui est du plagiat, ce qui n'en est pas, ce qui est de l'originalité et ce qui n'en est pas, nous amène vraiment à réfléchir à c'est quoi cette ère post-plagiat dans laquelle on arrive, avec peut-être une réflexion, et c'est le dernier point de cette diapositive, qui nous amène à dire, mais finalement, il faut peut-être revoir la définition de l'originalité, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est déchargé sur l'intelligence artificielle, par qui et à quelle fin. Évidemment, si c'est pour tricher, il faut qu'on supprime ça. On ne peut pas tolérer que des personnes qui aient suivi l'université soient des personnes qui plagient.
Mais peut-être que finalement, s'ils se servent de l'intelligence artificielle pour réfléchir, puis qu'ils produisent un texte nouveau, ça peut avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, je vous rappelle, ou vous connaissez sûrement, elle a beaucoup circulé, cette figure de Roy qui a été revue par Meyer récemment, et qui dit, bah voilà, on peut aussi avoir des travaux dans lesquels le travail individuel de l'étudiant, ben, il est sur cette icône-ci. Et cet étudiant qui travaille à un processus, eh bien, il va se faire beaucoup aider par l'intelligence artificielle, mais pour lequel l'étudiant garde la main au moins 4 fois pour produire du texte finalement, et en reconnaissant qu'il a fait appel à cette intelligence artificielle. Donc peut-être que cette posture offensive est une posture qu'il faut qu'on considère dans nos universités. Alors, je vais terminer longuement, hein, il me reste à peu près 20 minutes, je vais les utiliser pour vous parler peut-être que l'intelligence artificielle est une solution aux problèmes, et notamment à tous les problèmes dont je vous ai parlé au début de l'exposé, sur ce qui déséquilibre l'évaluation dans l'enseignement supérieur, en dehors même de l'intelligence artificielle. Pour faire ça, Vinciane Creil, Laura Mallet et moi-même avons conçu un modèle. Ce modèle-ci, qui est un modèle de gestion qualité des preuves à l'université et qui commence par l'analyse de référentiel. C'est l'élément tout au supérieur. On ne peut pas évaluer à l'université ou dans l'enseignement supérieur si on ne sait pas ce qu'on doit évaluer. Si on n'a pas une réflexion sur finalement, c'est quoi les compétences qui ont été apprises au cours, quel est le niveau d'exigence que j'ai par rapport à ces compétences, comment est-ce que je vais les prioriser les unes par rapport aux autres, et finalement, comment doit se construire mon dispositif d'évaluation. Donc, c'est la première étape, c'est une analyse du référentiel. La deuxième étape, c'est travailler sur les valeurs et les finalités. On parle beaucoup d'évaluation formative, d'assessment for learning, d'évaluation gestion, d'évaluation mesure. Ici, ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'enseignement supérieur à l'université, c'est qu'on doit certifier. Donc, à un moment donné, même si on est très attiré par une évaluation émancipatrice, de l'assessment as learning ou for learning, à un moment donné, il faut bien donner une note et cette note doit refléter, doit valider la compétence de l'étudiant. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Pour faire ça, il faut qu'on travaille sur une architecture de l'évaluation. En 2 mots, il faut multiplier les modalités d'évaluation, certains défauts des unes étant compensés par les avantages des autres. On va revenir sur chacun de ces éléments, n'ayez pas peur. L'étape suivante, c'est concevoir notre épreuve, la mettre en place, créer les items. L'étape suivante, c'est communiquer envers les étudiants, c'est-à-dire leur montrer comment ils vont être évalués pour qu'ils puissent s'y préparer, pour que le jour de l'examen, il n'y ait pas une charge cognitive ou un stress démesuré par rapport à un dispositif d'évaluation auquel ils ne s'attendaient pas. L'étape suivante, c'est la prise de données, c'est l'examen. C'est les données qu'on va prendre pour pouvoir porter un regard en termes de jugement et de décision à l'étape suivante, c'est-à-dire une correction de l'épreuve, une note qu'on pourra donner, et puis une décision sur l'étudiant réussi, échoue, ou je peux aussi avoir une décision de l'ordre de la régulation si on est dans une évaluation plus formative ou formatrice. Et puis, il y a le feedback aux étudiants. Et puis, quand tout est fini, on peut réfléchir sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et essayer d'améliorer les choses pour la fois prochaine, pour monter dans une espèce de spirale qualité. Tout ça est écrit dans un article, vous avez les références en bas, mais c'est un modèle, ça fait assez longtemps qu'on l'utilise, et il est tout à fait pertinent dans l'enseignement supérieur pour éclairer les enseignants sur ce qu'ils sont en train de faire. Et donc l'idée de la suite de la conférence, dire, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider sur chacune des étapes, ou en tout cas sur certaines des étapes? Pourquoi? Pour qu'on devienne des super évaluateurs, des enhanced évaluateurs. Donc des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle un peu comme vous aviez l'homme qui valait 3 milliards, hein, qui avait un bras bio-ionique, une jambe bio-ionique. Ben, est-ce que finalement l'intelligence artificielle ne va pas nous aider, à nous donner des instruments pour améliorer la facilité qu'un évaluateur peut avoir à faire tourner ce cycle qualité? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va voir ça ensemble tout de suite sur la première étape, l'analyse du référentiel d'évaluation. Donc, je vous rappelle les problèmes qui avaient été soulevés. Le référentiel d'évaluation, il est au centre de la figure. Hein. C'est un problème, créer un bon référentiel d'évaluation, savoir exactement ce qu'on doit mesurer dans un cours donné. Et pour faire ça, classiquement, ce qu'on propose à nos enseignants, c'est de travailler sur une table de spécification. La table de spécification, c'est pas sorcier. L'enseignant liste dans la première colonne tous les concepts qu'il a vus au cours. Et puis ensuite, il va se poser la question, par exemple avec la taxonomie de Bloom, hein, beaucoup d'entre vous la connaissent, en se disant, mais finalement, c'est quoi le niveau de performance que je visais dans chacun de mes, dans mon cours? Est-ce que c'était de la connaissance, de la compréhension, de l'application, etc., etc. Ce sont les autres colonnes. Et au milieu de ces colonnes, il y a des chiffres. Les chiffres, c'est les priorités.
Pour l'enseignant qui a fait sa table de spécification ici dans le domaine de la biologie, l'élément le plus important, c'est un rappel de choses qui ont été vues au cours en lien avec la division cellulaire. Pourquoi? Parce qu'elle a une priorité 4 qui est la priorité maximum. Et tout ça, ça ne va pas l'intéresser. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler sur une table de spécification? Parce que ça va lui permettre de bien choisir les instruments d'évaluation à l'étape 3 du cycle qualité, du cycle que je vous ai montré, mais aussi parce qu'il saura sur quel élément de sa matière il devra poser des questions. Donc, c'est une table de spécialisation qui est essentielle, une réflexion qui est essentielle au début quand on travaille dans l'enseignement supérieur. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider pour ça? Eh bien, j'ai simplement écrit, et vous allez voir que dorénavant, je vais vous montrer les prompts qui ont été écrits. Comme ça, si vous regardez la conférence en différé, vous pourrez, ou si vous prenez des photos, que sais-je, de ce que je suis en train de vous montrer, vous pourrez réutiliser les prompts. Vous savez que les prompts, c'est la mine d'or des outils d'intelligence artificielle générative. Poser de bons prompts, ça va être ce qui va nous permettre d'ouvrir les potentialités de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je vous le livre tel quel. C'est un prompt qui a été écrit dans ChatGPT, où je lui ai demandé en fait de me produire une table de spécification dans un domaine que je maîtrise bien, qui est le domaine de la psychométrie. Et ChatGPT l'a fait. Ici, c'est une copie d'écran. Ce que vous avez à droite, c'est une copie d'écran. Donc, ChatGPT fait des tableaux si vous lui demandez. Une copie d'écran d'une table de spécification que j'ai demandé à ChatGPT, où il m'a donné les chapitres qui pouvaient être vus dans ce cours de psychométrie. Il m'a défini des objectifs d'apprentissage pertinents qui pourraient être vus au niveau de ce cours de psychométrie. Il m'a dit quel niveau d'apprentissage, selon la taxonomie de Bloom, je lui ai demandé, mais il m'a dit les taxonomies d'apprentissage que je pouvais viser à travers chacun de ces objectifs d'apprentissage et il m'a donné des priorités. Alors bien sûr, vous savez, ChatGPT n'est pas très malin, pas très intelligent. Si vous savez comment fonctionnent ces outils, il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière. Il y a des statistiques. Mais quand même, ce qu'il a fait là n'est pas si mal que ça. Alors, je ne dis pas que c'est la Bible et qu'il faut l'utiliser en tant que telle sans même vérifier, mais ça peut quand même vraiment nous aider à réfléchir à des éléments importants avec notre matière. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, ChatGPT, c'est bien, mais il ne nous donne pas vraiment les ressources qui lui permettent, qui lui ont permis de faire cette table de spécification. Nous, en tant que prof d'université, si je suis un prof en psychométrie, j'aimerais aller un petit peu plus loin et avoir des sources. Je vous présente un autre outil d'évaluation qui s'appelle Perplexity.ai, qui est un autre outil d'intelligence artificielle, à qui j'ai écrit exactement le même prompt et qui lui cite ses sources. Donc, il m'a fait une table de spécification, pas tout à fait la même, c'est normal, c'est le jeu de l'intelligence artificielle, tout à fait intéressante et pertinente aussi, que je peux analyser en tant qu'expert pour essayer de l'améliorer ou de voir si je la prends ou pas en état. Et lui cite ses sources. Il nous a dit où il a été chercher les documents. Et vous allez voir qu'il y a des collègues même belges de l'UCL pour lesquels le cours de psychométrie a été un petit peu phagocyté pour créer cet élément, cette table de spécification en psychométrie. Et puis, vous pourriez me dire, oui, mais c'est bien joli, mais moi, je sais ce que j'enseigne, j'ai des fiches d'activité, j'ai des fiches de cours. OK, je veux bien faire une table de spécification, mais c'est quand même un gros boulot et je n'ai pas tellement envie de sous-traiter ça à de l'intelligence artificielle parce que mon cours, il existe déjà. Vous pourriez me dire ça. Je vous présente un autre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Knowledge.io. Knowledge.io, qu'est-ce que j'ai fait avec cet outil? Je lui ai donné une capsule vidéo dans mes cours. Je donne un cours sur les biais de genre en évaluation. C'est 1 heure de capsule vidéo sur une conférence, un peu comme maintenant. Je n'ai pas de prompteur. J'ai un discours très libre, très large vis-à-vis de mes étudiants. Et pendant 1 heure, je leur explique des éléments en lien avec les biais de genre et l'évaluation. Qu'est-ce que Knowledge.io a fait? D'abord, il m'a tout retranscrit. Et si vous le lisez, c'est pas si mal que ça. Je veux dire, il n'y a pas tellement d'erreurs, il n'y a pas tellement de fautes. Il a retranscrit mon verbal. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. Donc, il a retranscrit le texte que j'avais saisi à la volée en parlant de ce cours à mes étudiants. Ensuite, il m'a sorti un glossaire. Donc, lui-même a déterminé qu'il y avait peut-être des éléments plus complexes que ce que je n'avais pas nécessairement bien défini. Et il m'a sorti un glossaire des mots les plus intéressants, des plus importants. Et puis, vous savez, les étudiants, ils aiment bien ça. Il m'a mis des concepts sur une fiche, et quand on retourne la fiche, donc là, vous avez la fiche, je la retourne, eh bien, le concept est défini. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir des fiches avec des concepts ou but de performance, par exemple. L'étudiant peut dire, ah oui, c'est quoi encore le but de performance? Il essaye de répondre, et puis il va lire la fiche, et ça lui permet d'aider à la mémorisation. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a sorti des questions vraies-faux. Je vous en ai mis une là, mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui nous a fourni. Et donc, il m'a mis des questions vraies-faux automatiquement
par rapport, je vous le rappelle, à une capsule vidéo que je lui ai mis sans aucune interprétation, sans aucun commentaire. Il m'a sorti des vrais-faux, des questions QCM, là aussi il m'en a sorti un certain nombre. Il m'a sorti des textes à trous. Il m'a sorti des fiches questions, avec des questions, c'est un peu la même chose que je vous ai présenté avec les concepts, sauf qu'ici, ce n'est pas des concepts, c'est des questions qui sont posées aux étudiants. Quel est l'impact de l'évaluation formative sur les performances des filles par rapport à celles des garçons, c'est selon l'étude mentionnée, et la réponse apparaît, donc l'étudiant peut vraiment se tester. Et puis, cerise sur le gâteau, et ça c'est intéressant pour la table de spécification, il m'a sorti un résumé de ma capsule et les points clés qui ont été abordés lors de ces capsules. Et ces points clés peuvent être une des entrées de ma table de spécification. Donc, vous voyez, on était sur le premier élément ici, analyse du référentiel. Et sur l'analyse du référentiel, en termes de table de spécification, il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent nous aider. On avance un peu dans le cycle qualité et on en arrive à l'architecture de l'évaluation. L'architecture de l'évaluation, il y a deux grandes étapes, c'est savoir quand je vais évaluer. Si je fais une évaluation certificative, est-ce que ça va être plusieurs pendant l'année? Si je fais et une à la fin ou uniquement une à la fin, est-ce que je vais mettre des évaluations formatives dedans? Donc, c'est comment je vais construire mon dispositif d'évaluation. Et la deuxième, enfin, ma séquence d'évaluation. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme instrument artefact évaluatif, sachant que certains ont des défauts et des qualités. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des exemples de modalités de questionnement que je pourrais utiliser dans mon cours sur la psychométrie et de me donner les avantages et les inconvénients de chacun de ces éléments. Et il m'a dit je pouvais poser des questions à réponse courte, des questions à choix multiples, des questions à réponse longue ou essai, et il y en avait d'autres modalités de questionnement, je ne pense pas que je les ai notées, mais il y en avait d'autres, il y en avait 7 ou 8, et à chaque fois en me spécifiant les avantages et les inconvénients de ces méthodes les unes par rapport aux autres. Encore une fois, tout ça était peut-être pas à prendre comme du pain béni, mais quand même était tout à fait pertinent et me permettait d'avoir une réflexion par rapport à mes modalités d'évaluation. Pour le deuxième enjeu de cette étape, je lui ai demandé de me planifier des séances de cours en y injectant des éléments de testing formatif qui sont en vert ici et des testings certificatifs qui sont en rouge ici. Et il me l'a produit. Il m'a produit des fiches activités, séance par séance. Il y avait 7 ou 8 séances, mais je ne vous en ai mis que 2. À chaque fois en spécifiant en vert quels étaient les tests formatifs qu'il proposait et en rouge quels étaient les tests certificatifs. Encore une fois, ça nécessite une réflexion, mais faire ce travail un peu chiant, excusez-moi l'expression, quand on est enseignant, eh bien, ChatGPT peut nous aider. C'est plus facile, en tout cas pour un enseignant, d'aller corriger, d'aller modifier pour sortir, par exemple, son plan de cours. Sur la conception réelle de l'épreuve, j'ai demandé à ChatGPT de me créer 10 questions à choix multiples dans le domaine de la psychométrie, de la plus simple à la plus complexe. Et ChatGPT m'a sorti 10 questions qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait pertinentes dans le domaine de la psychométrie. Il y en avait une, c'était la 5 ou la 6, pour laquelle je trouvais que la question était mal posée et que je n'aurais pas gardé. Toutes les autres, j'aurais pu les garder dans un examen proposé à mes étudiants. Alors, de la plus simple à la plus complexe, je me suis un peu amusé. J'ai demandé à ChatGPT, mais comment est-ce que tu as classé finalement la réponse la plus simple ou plus complexe? C'était quoi l'algorithme que tu as utilisé? Et ChatGPT a un discours là-dessus, ce qui est quand même relativement étonnant. Il me dit, eh ben, je me suis axé sur le niveau de base de connaissances, sur la profondeur de la réflexion requise, sur le niveau de spécificité des concepts, sur le niveau de familiarité avec les concepts. C'est pas si mal hein, quand on réfléchit nous-mêmes, c'est quoi une question difficile ou une question pas difficile. Je crois qu'on pourrait accepter ce genre de définition. J'étais un petit peu plus loin, je lui ai demandé de m'écrire une analyse de cas, une étude de cas. Et donc, il m'a fait une étude de cas où voilà, une entreprise souhaite évaluer le niveau de satisfaction au travail de ses employés et il faut créer, toujours dans le domaine de la psychométrie, et valider un test avec des objectifs qui ont été définis et avec des étapes de travail qui ont été définies, conception du questionnaire, validation de l'outil, analyse des données, rapport et recommandations, et il me livre même des critères d'évaluation, mais on y reviendra sur ces critères d'évaluation tout à l'heure.
Donc, il me fait quand même un travail qui est intéressant. Et j'aurais pu, enfin, c'est le premier prompt, j'aurais pu lui dire oui, mais ça ne m'intéresse pas de travailler dans le domaine professionnel. Est-ce que tu ne pourrais pas me faire un test psychométrique? Et sans doute qu'il aurait sorti une étude de cas qui était pertinente dans ce domaine-là. Encore une fois, pas pertinente à utiliser nécessairement telle quelle sans réflexion du prof, mais quand même, quand je vous ai dit que l'intelligence artificielle allait faire de nous des super évaluateurs, bah, ça nous permet quand même de sous-traiter à la machine tout un tas d'activités qui sont parfois un peu usante, un peu fatigante, surtout quand on a beaucoup de cours, et de pouvoir alors du coup aller injecter notre intelligence à nous, humaine, pour pouvoir améliorer les éléments du dispositif. Je lui ai demandé aussi, et là il m'a étonné, je lui ai dit, tu as créé 10 questions de type QCM, il venait de le faire, une étude de cas, est-ce que tu peux me classer tout ça dans la taxonomie de Bloom? En me disant, voilà, à mon avis, il n'y arrivera pas trop. Et en fait, il y est arrivé. En tout cas, il m'a proposé quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, est faux 2 fois sur 10. Mais quand même, pour le reste, c'est plutôt vrai. Autrement, le QCM, quelle est la principale limitation des tests projectifs en psychométrie? Il me dit que c'est de l'évaluation. Vous le savez sans doute, on ne peut pas mesurer l'évaluation par QCM. Donc, il y a là un problème. La question ouverte aurait été une question d'évaluation, mais avec les solutions proposées, ça n'en est plus une. Donc, je ne dis pas que c'est la... Mais quand même, il m'a classé des questions en fonction d'une taxonomie de Bloom. Je veux dire, combien d'enseignants avec qui on travaille au jour le jour seraient capables de le faire d'un claquement de doigts? Pas très nombreux. Et pour le travail d'études de cas, il me l'a fait aussi pour chacune des étapes attendues. Je vous avais dit, hein, il y avait conception du questionnaire, validation de l'outil, analyse des données. Et pour tout ça, il m'a aussi classé ça dans la pyramide de Bloom. Donc, on est quand même sur quelque chose qui peut vraiment nous aider, vraiment nous aiguiller, vraiment nous supporter dans nos domaines de l'évaluation. La communication, et à chaque fois, j'ai oublié de le préciser, mais j'essaye d'éclairer des problèmes que j'avais mis en évidence dans la première partie de l'exposé. Donc ici, c'est plutôt en lien avec l'apprentissage et la performance. Des étudiants qui ne s'attendent pas à un dispositif d'évaluation peuvent être déstabilisés par le dispositif d'évaluation. Autrement dit, ce qu'on va recueillir chez eux, ce ne sera pas leur performance au test, ce sera leur stress et la gestion de leur stress lors de la proposition du dispositif d'évaluation, plus que leurs compétences réelles, ce qu'ils étaient capables de mettre en œuvre. Donc, pour éviter ça, il faut entraîner nos étudiants. Il faut que nos étudiants aient l'habitude de pouvoir s'entraîner au dispositif d'évaluation. Et donc là, je me suis dit, je vais me mettre dans la peau d'un étudiant qui demande à ChatGPT des questions QCM. Et puis, comme l'étudiant, bah, s'il demande ça, il n'est peut-être pas armé pour savoir quelle était la réponse correcte et l'explication. Bah, je vais demander à ChatGPT de me fournir la réponse correcte et l'explication. Voilà ce qu'il a produit. Donc, il nous produit des résultats et ces résultats sont peut-être plutôt bons. La prise de données en elle-même, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser mesurer la performance réelle de nos étudiants. Et là, je vais sortir un petit peu de ChatGPT et des intelligences artificielles génératives parce que je ne peux pas faire une conférence sur l'évaluation et l'intelligence artificielle sans aborder un autre sujet qui s'appelle grosso modo les learning analytics. Les learning analytics, c'est quoi? C'est une discipline qui existe depuis début du siècle, on va dire, qui est une discipline qui consiste en fait à recueillir les traces d'apprentissage des étudiants, notamment sur des environnements numériques, pour pouvoir comprendre le fonctionnement des étudiants et pouvoir l'aider à mieux apprendre. D'accord? Pour mettre en place des learning analytics, il faut de l'intelligence artificielle, il faut du deep learning, et donc il faut des éléments. Alors, ça paraît peut-être un peu vague pour vous, juste vous dire qu'il y a, depuis janvier 1997, un organisme qui s'appelle AIED, Intelligence artificielle dans l'éducation, qui produit des colloques tous les ans, qui a une revue. Donc, si vous tapez AIED, vous allez tomber sur les propositions de conférences et de revues, qui existe depuis 97. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est l'intelligence artificielle générative qui est nouvelle, mais l'intelligence artificielle, le deep learning, c'est pas nouveau. Que nous disent ces études dans le domaine de la pédagogie? En fait, ça travaille à 3 types de modélisation. On modélise les apprenants, on modélise les apprentissages ou on modélise les interactions, par exemple, entre une interface et un étudiant. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Si vous prenez la modélisation des apprenants, beaucoup d'études ont été réalisées pour essayer de comprendre comment les étudiants travaillaient dans le cadre des MOOC, pour diagnostiquer très rapidement, dans les premières heures d'usage du MOOC, parfois même dans les premières minutes d'usage du MOOC, si l'étudiant allait continuer ou pas le MOOC pour pouvoir évidemment le nourrir et le réguler si on voit que l'étudiant n'était pas dans une perspective de poursuivre le MOOC.
Il y a des articles là-dessus, c'est de l'intelligence artificielle. L'étude du milieu, modélisation des apprentissages, c'est une étude que j'adore. C'est des gens qui ont travaillé sur la dysgraphie, pardon, donc la capacité à écrire correctement, à former les lettres, les mots, etc. Et qui ont travaillé, en fait, les études, c'est une étude suisse, à travailler avec l'iPad et le pencil. Et ils ont constaté qu'en fait, la dystographie était liée à des problèmes d'inclinaison du pencil, puisqu'ils avaient les données qui apparaissaient, de pression sur le pencil. Et donc, ça a éclairé ce que c'était que l'apprentissage de l'écriture avec une graphie correcte et a mis en évidence des troubles d'apprentissage. L'étudiant a poussé trop fort sur le pencil, n'inclinait pas sur les axes des X ou des Y le pen correctement pour pouvoir, le pencil correctement pour pouvoir écrire, etc. Donc, ça a modélisé des apprentissages ou des troubles d'apprentissage. Et le troisième élément, mais il y en a beaucoup, allez voir cette littérature, vous allez trouver énormément d'éléments pour lesquels l'intelligence artificielle a été utilisée dans le domaine de l'éducation, même s'il y a moins de publicité autour de ça qu'autour de ChatGPT, c'est la modélisation des interactions. Et là, c'est une étude liégeoise qui a été faite par mes collègues, notamment Valérie Defaveux, qui est un prof d'histologie avec un outil qui s'appelle Cytomine, qui est un outil d'apprentissage à la cytologie qui est très, très ouvert. Donc, l'étudiant peut voir une coupe histologique, il peut zoomer, dézoomer, aller voir les structures, les annoter. Donc, l'environnement est complètement ouvert. Et ils ont mis de l'intelligence artificielle derrière pour voir s'il y avait des comportements d'étudiants qui étaient corrélés à la réussite. Et la réponse est oui. Quand on est dans un environnement qui est complètement ouvert, il y a des trames d'utilisation du logiciel qui mènent à la réussite et des trames d'utilisation du logiciel qui mènent à l'échec. Et ça, ils ont pu le modéliser avec de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, mais là, on n'est plus dans une intelligence artificielle que moi, vous et moi, on peut utiliser facilement. C'est pour ça que je ne veux pas insister trop là-dessus, mais quand même, ça existe. Il y a pas mal d'ingénieurs qui travaillent là-dessus et ça donne des résultats assez fabuleux. C'est aussi de l'intelligence artificielle en lien avec les évaluations. Enfin, je vais bientôt terminer. Je vais terminer sur cette étape-là. Jugement et décision, donc le feedback qu'on donne à l'étudiant, pardon, l'évaluation qu'on fait avec l'étudiant. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir une grille d'évaluation pour évaluer l'orthographe et la grammaire d'une rédaction en français qui est faite par des étudiants qui arrivent à l'université. Je vous la laisse découvrir. Il m'a dit qu'il y avait des éléments de l'ordre de l'orthographe lexicale, de l'orthographe grammaticale, de la syntaxe, de la ponctuation, de la richesse lexicale. À chaque fois, il m'a proposé des sous-critères et à chaque fois, il m'a mis une grille d'évaluation qui allait jusqu'à dire s'il y a quelques erreurs mineures en lien avec l'orthographe lexicale, une ou trois erreurs par page, eh bien, tu peux mettre un score bon. S'il n'y a pas d'erreur, tu peux mettre un score excellent. Voilà une grille d'évaluation qui tient parfaitement la route, qui est parfaitement intéressante, peut-être à réguler par des experts. Si vous êtes un expert en français, peut-être que vous allez vous dire oui, non, il y a peut-être des choses à améliorer, mais quand même, on a là une grille d'évaluation. J'ai travaillé récemment avec des enseignants pour créer un test de français qui a été proposé à tous les étudiants qui ont entamé des études dans le domaine de l'enseignement ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous jure que pour arriver à un niveau de table pardon, de grille d'évaluation de ce niveau-là, il a fallu plusieurs réunions avant qu'on puisse commencer à réguler les choses. Euh, Rétroaction, c'est le feedback. Vous avez des éléments qui vous permettent de corriger. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me corriger des productions, des phrases qui étaient dites, qui auraient pu être dites dans des examens, et de me donner des corrections. Il a fait. C'est pas toujours impeccable, nickel, mais il a fait. Et je vais quand même, et je terminerai par ça, vous proposer un autre outil qui s'appelle Cogni, et je vous passe la vidéo. J'espère qu'elle sera claire pour vous. C'est une vidéo dans laquelle il y a des textes sur l'art religieux en Italie notamment. Et puis, il y a une question qui est, tiens, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez lu ces documents, l'utilisation de l'huile, hein, de la peinture à l'huile, a été déterminante au niveau de la Renaissance italienne. L'étudiant, vous l'avez vu, a écrit une réponse et il a eu un feedback direct qui dit, OK, il y a des éléments de ta réponse qui sont corrects, mais va plus loin, notamment sur tel élément. Et là, l'étudiant peut réintroduire une réponse. Donc, vous voyez, il y a des systèmes aussi de feedback automatiques qui partent sur vos textes à vous que vous avez enseignés à vos étudiants et qui vous facilitent une étape chronophage qui est la distribution des feedbacks. Voilà, j'ai fini pour ma conférence. Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer juste un petit élément.
اليوم سنستكشف عالم الذكاء الاصطناعي الرائع وندرس دورك كصديق أو عدو. Où vous me voyez parler arabe, juste pour vous dire que je ne parle évidemment pas un mot d'arabe, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai introduit, je me suis filmé en train de parler, de présenter des choses en français, et une intelligence artificielle a transformé moi, puisque si vous regardez bien, je vais vous le reproposer, ونقوم بتقييم فوائده vous voyez mon non-verbal, enfin, vous voyez mes التقييم lèvres سواء bouger, كان أكاديميا أو مهنيا. en train de parler arabe. Donc, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose d'extrêmement puissant qui va pouvoir aussi faciliter pas mal de choses. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez un étudiant, par exemple, qui ne parle pas bien votre langue, parce que c'est un étudiant Erasmus, par exemple, vous pourriez tout à fait imaginer de lui proposer de répondre à vos questions dans son langage naturel, dans sa langue maternelle, et vous auriez une traduction automatique qui pourrait arriver. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et donc je suis tout à fait disposé et enclin à écouter vos questions éventuelles. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Pascal. C'était passionnant de t'écouter. C'était tellement riche. Déjà, tu as commencé par nous dire que l'évaluation, bien avant le développement exponentiel de ces outils était en souffrance dans l'enseignement supérieur. Et puis, je pense que cette conférence a tout à fait répondu, en tout cas, à ces résultats attendus. On a vu quels sont les bénéfices et les défis qui se posent à la question de l'évaluation. On a vu aussi comment beaucoup de pistes étaient excessivement riches qui nous permettent d'améliorer les dispositifs d'évaluation. C'était très intéressant la spirale qualité que tu nous as montré. On a bien vu l'importance de la question de l'alignement entre les référentiels de compétences attendues et ces modalités d'évaluation. Et on a vu, c'était très intéressant aussi le slide sur l'écriture hybride, que c'est peut-être à ça, peut-être vers ça qu'on se dirige, vers des productions hybrides qu'il faut savoir assumer peut-être. Et j'ai beaucoup aimé les trois postures que tu as identifiées aussi, la posture défensive, semi-défensive et offensive. J'ai vu que jusque-là, moi, j'étais dans la semi-défensive. Et bon, tu nous as peut-être donné envie d'aller vers une posture plus offensive pour vraiment tirer plus bénéfice de ces outils. Alors, j'ai demandé aux collègues de nous envoyer leurs questions par ChatGPT, sur Q&A. Alors, voilà. Alors, il y a... cette traduction orale fut faite avec quel logiciel? Alors, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été posées et je suis sûre que parce que tous les collègues étaient passionnés de vous écouter et n'avaient pas envie de s'arrêter, de vous écouter, mais il y a cette question à laquelle on peut répondre, si la traduction orale a été faite avec quel logiciel? Alors, c'est un logiciel qui s'appelle HeyGen, Heygen.io, je pense, qui est un logiciel payant. Donc, c'est aussi pour ça que je ne structure pas plus de choses dans mon exposé autour de ça, mais c'est un logiciel qui existe et qui fait un travail qui pourrait être très, très utile dans les MOOC d'ailleurs, hein. Si vous imaginez, vous faites un MOOC en français, par exemple, qui m'a évidemment la langue qu'on parle en Belgique, enfin une des langues, et puis je passe mes capsules et j'ai un texte en anglais qui est fluide et parfait. Ça peut évidemment être intéressant. Oui, voilà. Alors, il y a une autre question. Voilà, je lis la question. C'est Martine Peters, je crois, si je prononce bien. Est-ce que donner une rétroaction à nos étudiants avec l'intelligence artificielle est éthique? Comment au cours d'une session déterminer l'évaluation de nos étudiants si nous ne lisons pas leur texte? Oui, oui, on est d'accord. Donc, j'ai dit que je n'aborderai pas les enjeux éthiques. Ça fait partie des enjeux éthiques qui sont importants. En fait, quand on donne une rétroaction ou une note à l'étudiant, en fait, il y a une délibération humaine qui se fait, parfois entre personnes. Hein, si on est dans un mémoire, il y a plusieurs jurys qui se réunissent et qui va discuter. Parfois, simplement chez l'enseignant qui va délibérer avec lui-même pour voir quelle note va être donnée. Et cette note, du coup, va être défendue par l'humain, c'est-à-dire que l'humain doit pouvoir justifier sa note. Donc, il y a une compétence humaine nécessaire qui est de pouvoir justifier sa note. Et si la note qu'il donne n'est pas correcte, il en est redevable personnellement, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir
si on avait des ordres ce qui n'existe pas dans l'enseignement, hein, mais comme les avocats ont des ordres de professionnels, ils pourraient être soumis à des problèmes à l'ordre professionnel. Ici, il peut quand même être soumis à des étudiants qui vont au Conseil d'État et qui disent, je pense que l'enseignant n'a pas bien considéré ma copie. Donc, vous avez tout à fait raison d'un point de vue éthique. Personnellement, je n'utiliserai pas l'intelligence artificielle ni pour produire une note, surtout qu'on ne sait pas comment les intelligences artificielles produisent ces notes. Hein. Il y a des zones complètement aveugles sur la manière dont fonctionne l'intelligence artificielle. Hein. J'y reviendrai si ça vous intéresse de creuser cette question-là, mais il y a vraiment des zones aveugles sur la manière dont ça fonctionne. Et donc, du coup, oui, on ne peut pas demander à l'intelligence artificielle de donner du feedback ou une note. Mais euh, on sait aussi que l'enseignement supérieur est saturé, chez nous en tout cas, qu'on n'a parfois pas du tout le temps de donner des feedbacks aux étudiants pertinents, corrects, etc. Donc, quand on est dans le cadre d'une évaluation qui est plus formative, parfois on utilise nos propres étudiants, soit dans le travail par une évaluation par les pairs, pour porter un regard sur les productions d'autres étudiants. Et donc, dans le même contexte, c'est-à-dire qu'on ne va pas produire une note avec ça parce que on n'est pas très sûr que les étudiants sachent évaluer correctement. Je pense qu'on peut recourir à une aide qui serait l'intelligence artificielle. Donc oui, vous avez raison, éthiquement, jamais je ne donnerai de feedback certificatif dans une évaluation certificative ou une note à mes étudiants, mais j'autoriserai sans doute l'usage de l'intelligence artificielle pour donner un premier feedback à mes étudiants, quitte à ce que ma porte soit toujours ouverte s'ils veulent en discuter. Voilà, il peut plusieurs questions, mais il y a avant M. Haïssam Koutoub qui a demandé, qui a levé la main. Anthony, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, unmute? On peut. euh, Anthony, vous m'entendez? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole, qui a levé la main. Alors, si on peut lui donner, s'il te plaît, si on peut lui ouvrir le micro. Bon, en attendant que Anthony m'entende et qu'il le fasse, voilà. Alors, il y a une question. Comment évaluer les étudiants dans un enseignement hybride, les 2 tiers à distance et 1 tiers en présentiel? Oui, donc c'était quoi la question? Alors, comment évaluer les étudiants dans un enseignement hybride? Oui. Les 2 tiers à distance et 1 en présentiel. Voilà, je dis les questions telles qu'elles. Oui, ça dépend. Enfin, c'est une question très très vaste, ça. Moi, je ne sais pas très bien comment est constitué le cours, etc. Je sais que le modèle va tourner. Donc, à un moment donné, le cycle qualité que j'ai présenté, il va tourner. C'est-à-dire, quels sont les éléments clés qui ont été appris en hybride et en présentiel? Comment est-ce qu'on peut créer des dispositifs d'évaluation en lien avec les objectifs d'apprentissage qui ont été déterminés à l'étape A? Comment est-ce que je peux concevoir des épreuves, etc., etc. Mais pour le reste, j'ai du mal à me positionner sur la question sans savoir dans quelle matière il s'agit ou dans quel type d'enseignement hybride il s'agit. Mais dans tous les cas, l'intelligence artificielle peut nous aider à y réfléchir, en tout cas, sans aucun doute. Voilà. Alors, il y a une autre question, et c'est moi, je suis en train de les lire parce qu'elles n'ont pas été posées avant pour que j'ai le temps de les synthétiser, donc je Il n'y me a aucun contente de problème. lire sans synthèse. Voilà. Alors, il y a une question. Nous parlons de la production hybride de la part de l'étudiant et nous allons faire aussi une production hybride de la part de l'enseignant qui se fait aider par l'intelligence artificielle pour produire non seulement son cours, mais ses modalités d'évaluation qui sont tout à fait à la disposition de l'étudiant. Est-ce que cette dynamique pourrait nous mettre dans une sorte de spirale ascendante de difficulté et de complexité et par une diminution de la distance enseignant-étudiant qui peut remettre en question, peut-être, parce que c'est une question peut-être en question, tout le concept de l'évaluation d'un novice par un expert? C'est possible. Je ne suis pas devin par rapport à à toutes ces questions-là. J'ai un avis sur la question. Je pense effectivement que, il va falloir être extrêmement attentif aux éléments qu'on va pouvoir décharger sur ChatGPT et le moment où on va pouvoir le faire. Si vous prenez le graphique de Roy que je vous ai présenté, où l'étudiant va écrire quelques prompts, se faire aider par l'intelligence artificielle, tout ça, pour au final produire un texte, je pense que ce ne serait pas raisonnable en premier bachelier, en première année, de travailler tous les cours de cette manière-là. Je pense qu'il y a un substrat de connaissances dans nos champs disciplinaires qui nous permettent après de réfléchir et
de pouvoir construire des performances qui sont plus complexes avec les étudiants tout au fur et à mesure des études. Donc, il va falloir être extrêmement attentif et intelligent dans la manière dont les universités vont pouvoir intégrer, sans se faire phagocyter, par ces éléments d'intelligence artificielle. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour les enseignants aussi. Et vous avez tout à fait raison de parler en termes de novices experts. Si à un moment donné, on pense que l'étudiant, lui aussi, nous, on va être des super évaluateurs, mais si on pense que nos étudiants, dès le début, vont être des super étudiants qui vont pouvoir se greffer l'intelligence artificielle sur le cerveau, on risque de passer à côté du fait que pour utiliser cette intelligence artificielle, il faut quand même quelques compétences disciplinaires, notamment pour évaluer la pertinence de ce que l'intelligence artificielle nous donne. Elle ne donne que du contenu, elle ne donne jamais de la connaissance. Donc, il faudra quand même que nos étudiants acquièrent une forme de connaissance. Et c'est là que toute la subtilité de l'usage de l'intelligence artificielle dans nos institutions va devoir être questionnée. Mais comme on en est qu'au balbutiement, on a peu de résultats de recherche qui montrent ça. Merci Pascal, je donne la parole et n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole tout de suite. Il y a d'autres questions par le Q&A, mais je vais faire une petite pause avec notre vice-recteur aux affaires administratives, Fadi Jahara. Oui, Madame Ressler, je vous remercie pour cette belle présentation et cette Merci belle conférence. Pascal. Merci Pardon. Pascal. Bon, moi, je voulais un peu compliquer la situation. Nous avons parlé tout à l'heure d'enseignement hybride. Moi, je veux un peu aller un peu plus loin vers le comodal, c'est-à-dire comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour évaluer des connaissances ou des compétences lorsqu'on a un enseignement hybride synchrone et en même temps, on a un enseignement asynchrone. Donc, ça complique un peu les choses parce qu'il y a des étudiants qui sont d'une part en classe, il y a des étudiants qui sont chez eux à la maison ou enfin n'importe où. Et le troisième cas, c'est les étudiants qui vont suivre donc la formation en asynchrone. Donc, comment l'intelligence artificielle va nous aider à évaluer d'une façon correcte, pragmatique et je dirais la plus précise possible et la plus honnête possible ce problème assez compliqué. C'est une question qui doit nécessiter une réflexion à plusieurs étages. S'il s'agit de connaissances pures, d'éléments qu'on essaye de saisir chez les étudiants, je crois qu'on ne renoncera pas très vite sur, et je vous ai montré que 70% des examens chez nous étaient encore des examens comme ça, à l'examen sur table. Alors, évidemment, pour les présentiels, c'est facile. On les coise dans un auditoire, on leur donne les feuilles, et ils rendent les feuilles et on sort. Pour le commodal ou la distance, bah, ça dépend. Il y a, et ce n'est pas nouveau, dans l'enseignement à distance, notamment dans des pays comme le Québec, où il y a de grandes distances entre les apprenants et l'université. Et il y a des centres qui se sont créés un peu partout où les étudiants viennent faire leur examen sur table. Donc, régionalement, il y a à chaque fois un centre où l'étudiant se déplace. C'est pas très loin de chez lui, il y va et il fait son examen sur table. Donc là, il y a des solutions qui peuvent être apportées et c'est pas tellement l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on a vu naître au niveau de l'enseignement à distance qui peut nous permettre de nous aider à tout ça. Quand il s'agit d'évaluation de performances plus complexes, voire de compétences, là, effectivement, on est un peu plus embêté puisque bah, OK, comment est-ce qu'on peut vérifier que le travail qui était proposé à l'étudiant est un travail qui a été modérément utilisé, qui a modérément utilisé l'intelligence artificielle, qu'il a totalement utilisé alors que ce n'était pas préconisé, ou qu'il n'a pas du tout utilisé alors qu'il aurait pu le faire. Et donc là, on est dans des questions qui sont plus délicates. Je ne crois personnellement pas ni aux outils de proctoring qui nous permettent de vérifier, enfin de vérifier la triche des étudiants. Et je crois que demander des compétences de niveau supérieur va atteindre ses limites à un moment donné. Parce que l'intelligence artificielle va nous monter de plus en plus de monter vers de la difficulté, et qu'à un moment donné, on va perdre nos étudiants et on évaluera des choses qui sont trop complexes chez elles. Donc là, sans doute qu'il va falloir être créatif. Sans doute qu'il va falloir être créatif et notamment être créatif pour un morceau de l'exposé que j'ai donné, qui est tout ce qui est Learning Analytics. C'est-à-dire demander à l'étudiant de travailler sur des logiciels qu'on connaît et qu'on maîtrise et aller voir toutes les traces d'apprentissage que l'étudiant a laissées derrière lui pour produire
un élément de texte ou un élément pertinent. Et que ces Learning Analytics pourraient à terme, mais là aussi il y a de la recherche à faire, nous apporter des solutions à ces performances plus complexes ou à ces compétences qu'on veut évaluer. Monsieur Haytham Koutoub qui veut prendre la parole aussi. On va lui ouvrir le micro si vous voulez bien. Oui, ça y est, c'est ouvert. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Tfaddal. Ok, merci beaucoup Pascal pour cette excellente intervention. Merci Nada pour ça aussi. Donc, il y a une expression en français qui dit il faut prendre le taureau par les cornes. Il paraît que maintenant, il y a beaucoup de professeurs qui exigent parmi les sources que l'étudiant utilise, il leur dit allez voir aussi ce qu'ils ont dit ChatGPT du sujet traité. On va jusqu'au point que même les normes APA, les normes américaines de méthodologie pour référencer les livres, il a maintenant consacré une rubrique pour dire comment il faut référencer ChatGPT. À mon avis, il ne faut pas prendre ChatGPT comme une fatalité parce que Internet, au début, dans les années 90, on voyait ça comme une fatalité et les étudiants vont tricher et je ne sais pas quoi. Et maintenant, on dit aux étudiants où sont les ressources numériques. Donc, à mon avis, ChatGPT, vous nous avez montré des beaux exemples. Comment on peut l'exploiter. Moi, personnellement, je m'en sers maintenant pour faire des fois des examens. Il me facilite vraiment la vie. Des fois, je lui dis, fais-moi un texte descriptif, mets-moi les questions, distribue les notes, et il me fait tout ça. Et ça marche super bien. Et ce sont souvent des questions qui ne sont pas utilisées de livres et autres. Voilà. Moi, Voilà. je trouve que... Si Comment? vous permettez, je vais mettre cette question très intéressante en lien avec une question qui a été posée. Comme on n'a plus beaucoup de temps, ça permettra à Pascal de répondre à votre question. Merci beaucoup, Dr Koutoub. Alors, il y a une autre question qui est peut-être en lien un peu avec ce que vous venez de dire. Quelqu'un qui dit, vous avez parlé de 3 postures, défensive, semi-défensive et offensive. Selon vous, quelle est la meilleure? Donc, peut-être que le commentaire de Dr Koutoub est en lien aussi avec les postures qu'on adopterait défensives, semi-défensives ou offensives. Pascal, qu'est-ce que vous en C'est pensez? exactement la même chose que si on posait la question, c'est quoi les meilleures modalités d'évaluation? La seule réponse qu'on peut donner, c'est ça dépend. Donc, ça dépend de ce qu'on veut évaluer, dans quel contexte on veut le faire et comment on veut le faire. Je pense qu'il y en a qui sont à long terme, plus intéressantes que d'autres. Et notamment la posture plutôt offensive, de considérer, c'est ce que monsieur va te dire, que l'intelligence artificielle existe, que les étudiants l'utilisent et que finalement, dans le privé, quand ils seront professionnels, ils l'utiliseront aussi et qu'autant leur apprendre à écrire de bons prompts, avoir un esprit critique par rapport à l'information qui vient de ChatGPT. C'est un apprentissage qu'on peut favoriser chez eux. Donc, cette posture offensive me semble sur le long terme la meilleure. Maintenant, si demain, je veux faire un examen de connaissances sur la psychométrie, sur des étudiants de premier bac, je vais plutôt faire un examen sur table, ce qui en fait revient à la posture défensive, c'est-à-dire les empêcher d'utiliser ChatGPT, soit parce que je bloque l'accès à ChatGPT, soit parce que je fais un examen sur table et qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur ordinateur ou leur logiciel en main. La posture semi-défensive, pour le moment, est tout à fait pertinente et intéressante parce que jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, effectivement, est moins bonne quand il s'agit vraiment de citer des sources, est moins bonne quand il s'agit de contextualiser à un cas problème qu'on vient de donner. Hein. Si vous demandez à ChatGPT une question très simple et très mathématique, qui est combien de chances, si je mets 10 questions QCM à un étudiant avec 4 modalités de réponse et qu'il répond au hasard, combien d'étudiants au final vont avoir la moitié statistiquement, il va patauger il connaît la loi binomiale, hein, mais il va patauger dans la semoule parce qu'il ne va pas tout à fait comprendre ce qu'on attend de lui. Alors qu'un étudiant, lui, assez vite, il comprendra ce qu'on attend de lui. Donc, il y a des mécanismes pour le moment pour soit poser des questions auxquelles ChatGPT ne sait pas répondre, soit interdire ChatGPT, soit effectivement profiter de ChatGPT pour permettre de nouveaux apprentissages et donc des évaluations nouvelles chez nos étudiants. Donc, il n'y a pas de réponse, c'est quoi la meilleure? Ça dépend du contexte, du moment, de ce qu'on vise et ce qu'on est prêt à décharger ou non chez ChatGPT. Je ne suis pas prêt pour le moment à décharger de la connaissance pure de mon cours de premier bac à ChatGPT. Les étudiants doivent avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir utiliser les outils. En master, je serai beaucoup plus ouvert.
Excusez-moi, je ne suis pas en train de poser toutes les questions, mais que les collègues, soyez sûrs qu'elles sont incluses dans les réponses que Pascal a données. C'est quand je vois que Pascal a déjà répondu à une question posée, je ne la pose pas. Alors, peut-être qu'on va prendre la dernière question pour ne pas abuser de votre temps. Alors, comment l'intelligence artificielle prendra en compte la complexité des compétences non cognitives, telles que la créativité, la résolution de problèmes et autres? Peut-être on va terminer avec cette question pour ne pas abuser du temps de Pascal et du vôtre. Testez ChatGPT sur de la résolution de problèmes. Posez-lui un problème complexe, demandez-lui d'y répondre et vous verrez qu'il ne se débrouille déjà pas si mal que ça. Et le problème, c'est qu'il se débrouille encore mieux maintenant que ce qu'il se débrouillait quand on était à ChatGPT 3. Moi, je n'ai pas encore utilisé ChatGPT 4 de manière professionnelle, il existe. Et de ce que mes collègues qui l'utilisent disent, c'est qu'on est encore une couche supérieure. Donc, il y a des choses que ChatGPT ne fera jamais, avoir de la compassion. Mais encore, faites l'exercice, écrit, ben voilà, je viens de perdre un proche, est-ce que tu peux m'écrire une lettre pour quelqu'un qui vient de perdre sa maman, ChatGPT vous fera quelque chose qui tirera des larmes de vos yeux. Donc, ne croyez pas, ne partez pas du principe que ChatGPT est faible, y compris sur des compétences non strictement cognitives. Ce serait une erreur de considérer ça. Alors oui, il ne fera pas tout, mais il peut quand même aider à faire même s'il ne fournit pas la réponse, il peut fournir les process et aider vos étudiants. Donc, il faut l'intégrer. La question là était justement, alors dans ce cas, comme tu as dit au début, comment certifier de l'acquisition d'une compétence. Donc je pense que la question était là. La question que tu as très bien posée de façon passionnante tout à l'heure de la responsabilité de certifier l'acquisition de compétences. Donc je crois que la collègue, c'est dans ce sens qu'elle posait la question. Et Comment certifier de l'atteinte de cette compétence, de la capacité à résoudre des problèmes, la créativité et tout, puisque ChatGPT peut assurer ça. alors, c'est passionnant parce que prenons un travail. Vous proposez à vos étudiants de faire un travail. Pour le Mhm. moment, sans ChatGPT. Vous Mhm. donnez des consignes à ce travail, les étudiants le font. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'évaluer un travail d'un étudiant qui est en train d'apprendre quelque chose en lien avec ce travail. Donc, dès le début, vous êtes dans une posture à la fois d'accompagnement, mais aussi d'évaluation, ce qui n'est pas une posture simple et qui n'a pas été beaucoup problématisée dans le domaine de l'évaluation. Ici, Mhm. votre crainte, c'est que l'étudiant, à un moment donné, réalise le travail avec ChatGPT. Et donc, en fait, que ce lien que vous imaginiez entre sa performance et l'évaluation que vous allez donner va être rompue. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. C'était quoi les compétences que vous visiez réellement quand vous proposiez ce travail à vos étudiants? Et si vous avez une vision un peu claire de ça, moi, ce que j'attends, c'est qu'ils soient capables de faire un raisonnement clinique dans le domaine médical en lien avec l'histologie, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait demander le travail à l'étudiant, recevoir le travail et puis proposer à l'étudiant de venir le défendre oralement, en ligne ou en présentiel. Et vous verrez tout de suite s'il a tout sous-traité à ChatGPT. Autrement dit, bah, cette compétence qu'on voulait attendre d'être capable d'avoir du raisonnement clinique dans un domaine histologique, l'étudiant ne le maîtrise pas. Ou si, effectivement, il a peut-être utilisé ChatGPT pour s'aider, mais que cette compétence que vous vouliez développer de raisonnement clinique, il la maîtrise. Il faut qu'on renforce notre réflexion sur l'étape 1 du cycle que je vous ai proposé. C'est quoi le référentiel d'évaluation? C'est quoi qu'on veut évaluer? C'est quoi qu'on veut apprendre? C'est quoi les moyens pédagogiques qu'on a mis pour l'apprentissage? Et arrêtez de confondre, parce que ça se passe énormément, notamment dans l'approche par compétence, le travail qui permet d'acquérir une compétence et le travail qui permet d'évaluer. Souvent, c'est le même. On demande à l'étudiant de produire une performance complexe dans un travail. On pense que ce travail va l'aider à acquérir une compétence de réflexivité, par exemple, par rapport à un domaine précis. Et puis à la fin du travail, c'est ça qu'on évalue. On est en train d'évaluer quelque chose qui, au départ, était mis en place pour un apprentissage. Est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qui se passe si l'étudiant n'a pas tout à fait compris au début et qui s'est amélioré à la fin? Évaluons cette compétence réflexive ailleurs, sur un autre moment que le travail. Peut-être en le questionnant sur son propre travail. Et de manière orale, du coup. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Pascal. On a débordé le temps, en tout cas, et tu nous as donné beaucoup de ton temps. Je te remercie infiniment. Je pense que je te remercie au nom de tous. Je pense que cette conférence, en tout cas, a vraiment activé nos cerveaux. En une heure, c'était excessivement riche et tu as vraiment activé nos cerveaux, ce qui est l'indicateur d'une conférence très réussie. Elle nous a, en tout cas, procuré des pistes de réponse. Moi, je trouve qu'elle a tout à fait répondu aux résultats attendus en identifiant des pistes qu'on va creuser et aussi elle a affiné nos questions, je crois.
Et moi, j'aime aussi quand nos questions sont affinées parce que nous vivons dans un moment passionnant, nous avons plein de questions et c'est beau, comme dit Rilke, de vivre aussi avec nos questions et de les affiner, d'essayer d'y répondre parfois. Alors, je vous remercie infiniment, Pascal, pour ce moment avec vous et je remercie aussi tous leurs collègues. Alors, comme convenu, vous aurez l'enregistrement parce que tu étais tellement riche qu'on a envie d'écouter, de réécouter certaines choses, en tout cas. Je vous remercie infiniment à tous. Merci Pascal, merci à tout le monde et merci à la personne du service informatique de l'université. Merci à Madame Samaha aussi pour d'avoir assuré les meilleures conditions logistiques. Et à bientôt. Je vous rappelle qu'il y a un atelier pour les enseignants de l'ESJ en écho à cette conférence qui aura lieu le 5 mars. Voilà. Alors, merci à tout le monde et à bientôt. Merci à vous. Merci à Merci vous pour Pascal. l'invitation et pour avoir donné la chance de pouvoir parler avec vous et pour la qualité de vos questions aussi. C'était Merci. super. Merci beaucoup Pascal.